Donc Christopher est né en 1965 dans une belle région. Il est né en Moselle. La Moselle, c'est joli. Est-ce que tu connais les vins de Moselle? Parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Il n'y a pas que la Mirabelle là-bas. Hein. Je confirme, j'ai eu la chance de présider le Business Club et même d'être le premier président, puisqu'il a été créé à ce moment-là, non pas du vin, mais franco-luxembourgeois. Et donc, dans ce cadre-là, il nous est arrivé d'être très bien reçus au Luxembourg, y compris par les autorités luxembourgeoises. Et évidemment, il se faisait une obligation de servir à table du vin blanc de Moselle, puisqu'il y en a à la fois en Lorraine, au Luxembourg et en Allemagne, puisque la Moselle traverse ces trois pays. Et durant très longtemps, objectivement, c'est ce qu'on appelait une piquette ou un truc comme ça. Ouais. Et ils ont, comme beaucoup de vignobles, ils ont beaucoup progressé. Et maintenant, je ne sais pas si j'irai jusqu'à vous le recommander, mais les bons, si, les meilleurs, vous pouvez. On peut le faire. Donc alors, Normal Sup, Sciences Po notamment, également de la géographie, ce qui est étonnant. Et alors, ta première vie, c'est dans les ministères. Un souvenir par nom que je vais te citer, Nicolas Sarkozy. Christopher, tu vois qui c'est? Ouais, ça me dit quelque chose. Il était à l'époque ministre du budget, porte-parole du gouvernement, extrêmement proche de celui qui était censé être président de la République et qui ne l'a jamais été, Édouard Balladur. Donc c'était un ministre de poids, mais je dois dire que ce qui m'a séduit chez l'homme à l'époque, un truc très simple, outre sa capacité de travail et tout ce qu'on veut, c'était son courage. J'ai pu le voir concrètement sur des dossiers sur lesquels j'ai travaillé avec lui. Et en politique, le courage est une vertu rare et essentielle. Parce qu'on peut être très intelligent, si on n'est pas courageux, ça ne conduit pas à grand-chose en politique. Philippe Douste-Blazy. Oui. Alain Juppé. Oui, oui. Et alors après, tu changes de vie, hein, tu rentres dans les médias. Là. Tu n'as jamais aimé faire la politique, d'être élu, d'être maire, d'être député, d'être sénateur, d'être ministre? C'est génial comme truc, non? Non, franchement, je suis tombé dans les médias et j'ai adoré ça. Et ça doit faire à peu près 25 ans que je dirige des médias, donc je n'ai jamais eu d'état d'âme là-dessus. Mais il n'est pas trop tard pour être député, non? Ouais. Non, toujours pas. C'est très utile et c'est très bien d'avoir des députés et des sénateurs, mais ce n'est pas nécessairement... Ta tasse de thé. Ouais. Bon, alors, les médias, on en parle, quelques souvenirs par titre. La Provence, pour tous les amateurs de l'OM. C'était une belle aventure pour toi? Ouais, alors je vais vous donner une anecdote qui est intéressante parce qu'elle dit des choses sur la conception qu'ont parfois les gens sur les médias. Je suis arrivé au moment où on avait fusionné, ça appartenait au groupe Lagardère, la Provence et le Provençal, pour ceux qui sont de la région. Donc c'est devenu la Provence et je me souviens du patron de la rédaction, puisque moi j'arrivais de Paris, qui me dit on est très content, la maquette, le journal, maintenant on ne traite plus les faits divers en première page parce qu'on veut vraiment avoir un journal haut de gamme et on veut que le journal soit acheté en même temps que Le Monde ou le Figaro. Je lui dis, attendez, je ne comprends pas très bien. La zone du journal, c'est 1,2 million. Marseille, et on remonte sur la Haute-Provence, etc. Le fait divers, c'est quand même à Marseille, je ne vais pas dire qu'il y en a beaucoup, mais c'est quand même une espèce de tradition culturelle. Et le nombre de Monde ou de Figaro qu'on vend à Marseille, à l'époque, c'était moins de 1000 par jour. Donc je lui ai dit, mon ambition en tant que directeur général n'est pas de vendre 1000 titres de la Provence par jour, donc on va remettre les faits divers en première page. Pourquoi? Parce que c'est une culture et les faits divers peuvent aussi parfois dire quelque chose sur l'information sur une ville. Ça semble un peu... c'est peut-être pas très haut de gamme, mais je pense que quand on s'adresse par des médias et qu'on a vocation à toucher beaucoup de gens, il ne faut pas faire de l'élitisme, en l'espèce pas parisien mais marseillais. Christopher, France 2, t'as une belle aventure? Ouais, très belle, ouais, franchement. À l'époque, combien de temps ça a duré? Ça a duré un paquet. Ça a duré un peu plus de 6 ans. Ouais. À l'époque, c'est une époque lointaine parce qu'à l'époque, France 2 était financée à 60% par la publicité. C'est-à-dire que le contribuable ne payait que 40% d'un budget d'1 milliard d'euros. Et il fallait aller chercher sur le marché 600 millions d'euros chaque année. Donc c'était intéressant parce qu'il fallait à la fois faire du service public, mais en même temps, il fallait être bon et compétitif parce que sinon, on n'avait pas l'argent qu'il fallait. Le groupe M6 avec plusieurs vies au sein du groupe? Ouais, j'ai eu la chance de travailler. C'est Nicolas Taverneau qui m'a recruté. Durant 3 ans, je me suis occupé des chaînes numériques du groupe M6, c'est-à-dire toutes les chaînes sauf M6. Il y en avait 10 à l'époque, Paris Première, W9, tout ça. Et puis ensuite, alors ce n'était pas le groupe M6, c'était le groupe de radio RTL. Mais ensuite, on a fait avec Nicolas la fusion, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, entre le groupe RTL de radio et M6. RTL, leader forever, c'est fini. RMC, Europe 1, tout ça, ils y arriveront jamais? Ben, moi, j'ai dirigé RTL durant 10 ans et on a toujours été leader. Ouais. Bon. T'es pas triste quand Europe 1 se portait pas bien ou t'étais content? Non, c'est pas une bonne chose. Parce que d'abord, sincèrement, je le pense, la concurrence dans tous les secteurs, c'est toujours une bonne chose. Parce que d'abord, ça s'oblige soi-même à être meilleur. Et plus il y a de gens qui sont bons,
plus ça donne envie aux gens d'écouter la radio et de zapper un peu. D'ailleurs, quand une radio ne devient pas bonne, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des auditeurs, vous l'avez peut-être vous-même vécu, partie des auditeurs ne vont pas sur une autre radio, mais arrêtent d'écouter la radio. Donc non, il ne faut jamais, après, être meilleur que les concurrents, c'est très bien, mais il ne faut jamais se réjouir en tout cas dans le secteur média, quand il y a un concurrent qui vraiment chute. Alors, le Public Sénat, c'est depuis 2021. Tu viens d'être renouvelé dans ton mandat. Bravo, félicitations, Christopher. Qui te nomme ? Alors, c'est le bureau du Sénat, 24 personnes, qui représentent pour le compte la majorité du Sénat, c'est-à-dire des gens LR, des gens centristes, non, pardon, pas la majorité, qui représentent l'ensemble des élus, à proportion, mais l'ensemble des élus, donc des écologistes, des communistes. Donc, tu es obligé d'avoir des copains de tous les côtés, toi. Il y a aussi un autre calcul, c'est d'essayer d'avoir un bon projet, ça arrive parfois. Alors aujourd'hui, le budget de fonctionnement de la chaîne, c'est combien par an ? Il est tout petit, j'ose même pas le dire, mais il est de 20 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros, quoi. Et le positionnement, pourquoi est-ce que les gens viennent regarder ? Ça représente c'est très simple. Ils viennent regarder, à mon avis, et vous êtes quelques-uns dans la salle, pour deux raisons. La première, c'est la ligne elle-même de la chaîne. C'est une chaîne parlementaire, donc oui, on traite du Parlement, et c'est intéressant, notamment beaucoup maintenant à travers les commissions d'enquête. Il y en a qui ont beaucoup fait parler d'elle. Commission d'enquête Benalla au Sénat, mais plus récemment la commission d'enquête sur tout ce que l'État utilise en termes de cabinets de conseil, McKinsey, etc. Et puis, avec la majorité relative depuis 2 ans, tout le monde voit, pour le meilleur et pour le pire, plutôt pour le meilleur au Sénat, à quel point le Parlement redevient important dans l'adoption d'un certain nombre de choses, dont la loi. Loi immigration, loi retraite, qui ne se serait sans doute pas fait sans le Sénat. Donc on est une chaîne parlementaire, mais on est aussi, c'est l'intelligence de ceux qui l'ont créée il y a 20 ans, Jean-Pierre Elkabbach, on est aussi une chaîne citoyenne. Et cette dimension citoyenne, c'est très simple, on fait de l'info, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais on est là pour essayer d'éclairer leur choix de citoyen. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1 dans toutes les démocraties, y compris dans la nôtre. Que juste nos concitoyens, et ce n'est pas gagné, soient suffisamment informés sur les sujets importants pour être capable de se faire un jugement et pas de se précipiter dans des fake news ou des a priori. Et c'est vraiment un enjeu démocratique essentiel. Il y a quelques émissions phares, peut-être. On peut l'applaudir, là, Christopher. Oui, c'est... Oui, alors je vous recommande vraiment Sens Public avec Thomas Hugues, tous les soirs, 1h30, 2 questions successives d'actualité sur lesquelles on a autour de la table des spécialistes ou des politiques. Alors vous me direz comme ailleurs, non, parce qu'encore une fois, on cherche vraiment, durant 3/4 d'heure, à vous éclairer sur un sujet que vous connaissez un peu ou que vous ne connaissez pas du tout. C'est tous les soirs de 18h à 19h30. Et pour ceux qui travaillent plus tard, on le rediffuse de 22h à 23h30. Oh là là. Et ça marche très bien à 22h à 23h30. Est-ce qu'on parle un peu de gastronomie, de vin quand même ? La vraie vie, là, Christopher ? Oui, volontiers. Mais peut-être juste avant, sur Public Sénat et sur l'info, parce que par ailleurs, le président de la République a lancé il y a maintenant presque un an, et on va rendre nos conclusions le 26 juin, les États généraux de l'information, qui est justement une réflexion sur qu'est-ce que doit apporter l'info, comment elle peut être renforcée. Vous savez qu'il y a un certain nombre de médias, notamment de presse écrite, qui ne vont pas toujours très très bien économiquement. Mais derrière ça, le sujet essentiel, moi ce qui me frappe, c'est qu'on est des enfants gâtés. C'est-à-dire que dans nos démocraties, on pense que tout est acquis, on considère que l'environnement est essentiel, c'est vrai, mais on oublie que la base d'une démocratie, c'est une capacité à avoir une info fiable et sérieuse. Preuve à contrario, et j'arrêterai là mon discours, mais tout le monde le comprendra, le Brexit. Il apparaît très clairement aujourd'hui qu'un grand nombre d'Anglais ont voté pour un Brexit sans qu'on les informe sur toutes les conséquences, voire qu'on leur mente ou qu'on fasse des omissions sur un certain nombre de conséquences. Donc ça peut être des choses extrêmement graves, et tous les pays, y compris les plus grandes démocraties comme la nôtre, peuvent être victimes de ça. Donc vraiment, je pense que la question d'avoir une info fiable et juste, c'est un combat, et c'est un combat essentiel. Gastronomie et vin ? On parle un peu de gastronomie, il y a des émissions qui concernent les terroirs ou pas sur Public Sénat ? Absolument, Manger c'est voter avec Vincent Ferniaud, excellente émission. Oui, oui. Très sympa. Alors, on parle beaucoup de réforme de l'audiovisuel public. Quelle est ta vision des choses ? Il faut fusionner, il faut baisser, on ne peut pas vivre sans pub. Là, c'est un vaste sujet, ça, en parlant de pluralité d'information. Moi, j'ai des idées assez claires. Il se trouve que hier, comme j'en fais partie, je dialoguais avec des collègues qui dirigent des médias audiovisuels publics francophones, donc aussi bien des Suisses, des Belges, des Canadiens, etc.
Vraiment, les 2 points qui ressortent pour tous les médias audiovisuels publics, il y a 2 questions essentielles que leur pose leur gouvernement. C'est on veut que vous coûtiez moins cher, y compris en Allemagne, qui a la redevance la plus élevée, le plus gros financement. On veut que vous coûtiez moins cher. Oui, on sait tout ce que vous faites, c'est bien, mais on veut que vous soyez plus performant et que vous coûtiez moins cher. Et sur le numérique, et ça, c'est les entreprises qui le disent, les coûts de développement sont tellement forts en permanence que ça devient compliqué de les faire de façon séparée. Or, en France, on avait une situation très atypique. On avait l'ORTF jusqu'en 1974. Ça fait 50 ans cette année précisément qu'on fêtera la fin de l'ORTF. Et du coup, depuis 50 ans, toutes nos entreprises publiques audiovisuelles sont séparées. Radio France, France Télévisions, etc. Ce n'est le cas dans aucun autre pays. Dans tous les autres pays, BBC, RAI, RTBF en Belgique, etc., il y a une seule entreprise unique qui réunit tous les métiers de télé, etc. Donc tout ça pour dire que le projet actuel du gouvernement et de Rachida Dati, qui vise non pas à faire une holding, ce qui serait une perte de temps et pour le compte une dépense d'argent, mais qui vise à faire une fusion pure et simple, comme même organisation, encore une fois, que la BBC, que la RTBF, est un beau projet. Et je pense qu'il va répondre à ces 2 questions-là. C'est comment faire aussi bien avec moins d'argent et comment être meilleur encore sur le numérique en agglomérant au maximum les forces humaines, financières, etc. Ton avis sur les podcasts? Parce qu'il y a une actualité aussi. Hein. Les podcasts, énorme développement de l'usage, mais toujours pas de vrai modèle économique. Et ça va changer, ça, ou pas? Oui, parce qu'à un moment donné, quand l'usage se développe, il y a toujours des gens qui finissent par dire faut mettre un peu d'argent en pub, etc., parce qu'on touche des gens. Donc oui, ça va changer, mais... c'est lent et c'est pas rentable, quoi. Ouais, c'est lent et c'est pas rentable. L'argent arrive, mais arrive doucement. Est-ce qu'il arrivera à un moment donné suffisamment pour financer tout ce qui est fait aujourd'hui? Ça, c'est pas sûr. Les cousins d'LCP, là, parce que Manu Kessler, là, qu'on salue, qui était chez toi avant à ton poste, qui passe chez LCP, on comprend pas bien, là. Public Sénat, LCP, c'est pas la même chose? Non, alors c'est le même canal, Canal 13, mais c'est 2 chaînes complètement différentes, budget différent, tout ce qu'on veut. Alors, je dirais 2 choses. Ça peut sembler aberrant, parce qu'on peut se dire finalement 2 chaînes parlementaires, pourquoi pas une? Ça, vous le direz au bureau de l'Assemblée et au bureau du Sénat, qui chacun ont l'impression que si c'était la même chaîne, ils seraient moins bien traités. Mais sur la question économique, alors pour le compte, j'ai fait beaucoup de public, beaucoup de privé, plus de privé que de public. Je peux vous dire que faire 2 chaînes, chacune avec moins de 20 millions d'euros, les audiences qu'on a, etc., même si là, il y avait une fusion, pour le compte, il n'y aurait pas beaucoup d'économies. Et le plus beau métier du monde, Christopher, selon toi, c'est quoi? C'est producteur de film ou patron d'une chaîne de télé? C'est producteur de film. Tu as envie de le faire, non? Est-ce que tu crois envie de faire, à Colline et à Margot? Je ne sais pas si tu as écouté leur intervention. Si, j'ai très bien écouté. Et tu penses que c'est caniculaire. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée de le faire en région, parce que c'est vrai que durant très longtemps, le cinéma était complètement concentré à Paris, l'audiovisuel aussi. On voit bien que depuis un certain nombre d'années, il y a des initiatives en région, il y a aussi des budgets, il y a des régions qui mettent de l'argent, qui ont envie. Ça, c'est vraiment devenu un truc important, parce que ça permet de montrer leur région. Donc, je ne connais pas suffisamment, mais je me dis que si elles ont eu un prix, c'est que ceux qui en ont jugé, et puis en tout cas, elles ont eu du courage. D'abord, il faut vraiment distinguer. La presse écrite n'a aucune obligation de pluralisme. Elle est même historiquement ce qu'on appelle une presse d'opinion. C'est-à-dire quand on fait l'Humanité, on s'adresse plutôt à un public qui a une sensibilité communiste. Quand on fait le Figaro, on s'adresse plutôt à un public qui a une sensibilité de droite, etc. La grosse différence pour l'audiovisuel, et c'est vrai en France, c'est pas vrai du tout dans tous les pays, c'est que l'audiovisuel, qu'il soit public ou privé, il utilise en radio et en télévision des fréquences hertziennes. Les fréquences hertziennes appartiennent à l'État. Elles sont donc attribuées gratuitement en contrepartie d'un certain nombre d'engagements pour une durée donnée. D'ailleurs, l'ARCOM, en ce moment, est en train de renouveler ou pas 15 fréquences. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Même les grands manias de l'audiovisuel, qui sont milliardaires, les fréquences sur lesquelles ils exploitent leur chaîne, et s'ils les ont pu, leur chaîne n'existe plus, elle ne leur appartient pas. Elle leur est allouée pour 10 ans. Donc la contrepartie, parce qu'on pourrait très bien se dire, comme pour les télécoms, l'État pourrait mettre ça aux enchères et celui qui paye le plus la prend, et ça vaudrait très cher. Il décide de le donner gratuitement, mais la contrepartie, c'est qu'il met des obligations qui sont presque, entre guillemets, de service public. Et le pluralisme en est une. Donc il y a une obligation, une chaîne privée d'infos en France, à la différence des États-Unis, qui n'utilise pas des fréquences hertziennes, qui n'a pas la même loi, elle ne peut pas être d'opinion. Elle est obligée de respecter un pluralisme.
Et si elle ne veut pas respecter le pluralisme, elle n'a qu'une seule solution, c'est d'inviter 0 homme politique, etc. Après, une fois qu'on a dit ça, oui, il y a des critiques récurrentes sur certaines chaînes de services publics, en radio, en télévision, en disant les gens ont le sentiment qu'elles ont une orientation politique. Et ça me semble... Ce qui est vrai ou pas, selon toi? Chacun peut avoir son avis. Non, mais on avait Mathieu Gallet qui était à ta place quand il était là-bas. Bon, quand même. Hein, Alors, écoutez, il y a même certains dirigeants qui l'ont reconnu. J'en citerai un. Je crois que c'est Philippe Val, quand il dirigeait Inter, il disait lui-même que sa chaîne était très à gauche. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais je pense que c'est un problème majeur. C'est-à-dire que durant très longtemps, c'était la redevance. Aujourd'hui, ce n'est pas la redevance, mais c'est la même chose, c'est vos impôts, puisque c'est financé à 90% par le budget de l'État, donc par vos impôts. Le problème majeur, c'est qu'une chaîne qui est financée par tout le monde doit s'adresser à tout le monde. Donc moi, je pense que c'est une faiblesse absolue pour le service public en termes de légitimité et de durabilité de prendre des angles qui sont des angles qui ont une orientation politique. Voilà. Je suis extrêmement... je pense que c'est un sujet très très sérieux et je pense que ceux qui font ça, je vais dire, creusent leur tombe. Non, alors franchement, il y a 0 influence de l'Europe. On pourrait même peut-être se dire qu'on n'en fait pas assez. La réalité, c'est assez dur à dire. Il y a un certain nombre de pays européens qui sont beaucoup plus concernés par les sujets européens, parce qu'ils ont beaucoup de financements européens, parce que l'Europe leur a permis de faire des choses, etc. Objectivement, en France, il y a la PAC qui est très importante, mais qui représente peu de gens, puisque les agriculteurs sont plus très nombreux, et ils sont plutôt en train de diminuer. Donc la plupart des Français, sauf pour voir des réglementations qui les embêtent, ils ont assez peu dans l'ensemble, ils perçoivent assez peu ce que fait l'Europe positivement. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, donc du coup ça ne les intéresse pas. Donc c'est un peu triste, on a peut-être tort, mais la plupart des médias, c'est vrai pour Public Sénat, on a une émission sur l'Europe chaque semaine, mais je dirais presque c'est presque un prétexte. Alors c'est bien, ceux que ça intéresse, ils l'ont, mais c'est très très peu. La plupart des médias publics et privés parlent extrêmement peu d'Europe en France. Et c'est peut-être un tort, mais fondamentalement ils le font parce que ça n'intéresse pas les gens. Et vous le voyez bien, les élections européennes, 50% d'abstention en moyenne, c'est pas seulement ça. C'est que vous voyez bien que la plupart des votes ne se font pas par rapport au projet de ces partis par rapport à l'Europe, mais se font par rapport à une analyse nationale. Ça peut sembler très surprenant, mais pour le compte, le président du Sénat, Gérard Larcher d'abord, et le bureau du Sénat ont une énorme maturité là-dessus. C'est-à-dire que véritablement, ils font confiance aux professionnels qu'ils ont mis à tête de la chaîne et ils ne sont pas du tout partisans. Alors il se trouve que nous, en termes de pluralisme, on doit respecter les équipes du Sénat, mais en termes de ligne éditoriale, franchement, pas du tout. Vous êtes libre, quoi. Ouais, bah, il suffit, vous regarderez Public Sénat, vous verrez que ce n'est pas une chaîne qui vous dit comment penser, c'est une chaîne qui essaye de vous donner des éléments pour réfléchir et penser, mais c'est vraiment pas une chaîne ni d'opinion, ni de propagande, ni liée à la majorité du Sénat en termes de ligne, qui est une majorité LR centriste. C'est quoi la moyenne d'âge des sénateurs en France? Elle a beaucoup baissé, elle partait de haut, elle a beaucoup baissé. Elle est à 100, 114 ans. Et elle s'est beaucoup féminisée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'un tiers de sénateurs qui sont des sénatrices. Bah, et la moyenne d'âge, alors je ne l'ai pas précisément, je devrais le savoir, j'aurais tendance à dire 55 ans, mais avec des gens qui sont vraiment jeunes et des gens qui le sont beaucoup moins. Oui. Et alors, pour terminer, côté vin, tu as eu ta grande émotion. Je sais que tu as goûté un jour un cheval blanc qui t'avait particulièrement ému. Bon, ça, c'est chic, c'est très bien et c'est très bon. Est-ce que tu as un autre vin plus accessible? Parce que c'est vrai que tu es bien payé en tant que patron de Public Sénat, mais un vin un peu qu'on peut s'acheter, quoi, tu vois. Je précise que là, j'étais invité à l'inauguration du chai de cheval blanc. Ouais. Donc, et on avait fait une dégustation verticale qui était assez vertigineuse. Mais effectivement, on ne boit pas ça tous les jours. Donc, j'ai une redécouverte très récente. Alors, je ne vais pas vous la recommander parce que ça devient difficile d'en avoir. Il se trouve que j'aime beaucoup le pinot noir et les pinots noirs d'Alsace sont remarquables en termes de qualité-prix. C'est un vin qui à la fois a du caractère, qui est assez agréable, qui n'est pas trop... et avec le réchauffement climatique et la matière aussi. Exactement, avec le réchauffement climatique, les gens le travaillent bien. Le problème, c'est qu'il c'est pas le vin d'Alsace le plus connu, donc il y a les productions sont assez faibles. C'est un peu ce qu'on disait sur le Bandol, où ça devient dur d'avoir du rouge. Et en revanche, il y a des amateurs et c'est pas cher du tout. Ouais. Enfin, c'est très honnête. Bon, Christopher, patron de Public Sénat, tu nous rappelles le canal, c'est Canal 13. On l'applaudit chaleureusement, on passe à table. Merci beaucoup, Christopher, merci.